Il y avait cette peur-là, mais elle était collective. On n'avait pas vraiment d'équipage très professionnel pour la sortie. Quand il manquait d'eau, au bout de 3 jours, dans l'action, la peur et l'angoisse disparaissent parce qu'on fait face à la survie. Nous, on fait partie de cette catégorie qu'on appelle des mineurs sans accompagnateur. Première professeure de français, c'était Madame Phan. C'est une professeure vietnamienne, mais elle ne voulait vraiment pas parler en vietnamien avec moi. J'ai compris aujourd'hui pourquoi, parce qu'elle voulait vraiment que je trouve ma place dans ce nouveau monde, ce beau monde-là ici. Je m'appelle Phan Thị Đoan Trang. Ça fait 43 ans que je suis à Montréal. L'accueil des Québécois était vraiment extraordinaire, à commencer par mes parents, qui sont des gens d'une génération où les familles au Québec sont extrêmement nombreuses et grandes. J'avais beaucoup de cousins et cousines de même âge à rencontrer aussi. D'ailleurs, je suis surprise de ne pas en avoir marié un. Mes parents adoptifs nous impliquaient beaucoup dans les sports d'hiver. Mon frère et moi, on était les 2 seuls asiatiques à des vallées de pentes de ski. J'étais très motivée à m'intégrer, à apprendre le français, mais apprendre aussi sur l'histoire du Québec, tisser des liens, refaire une vie. L'organisme Famille pour enfants nous a offert aussi un dictionnaire français-vietnamien. Donc, on commençait à parler à travers ce dictionnaire vietnamien-français, là. Si mes parents adoptifs, Normand et Thérèse, étaient là, ils vous raconteraient comment j'étais tellement pressée à leur parler. On a fait une tentative en 1979 et on a échoué parce que la chaloupe qui nous amenait au bateau de pêche, c'est pas un gros bateau. En début de 1980, il y a eu une deuxième tentative. Cette fois-ci, ça marchait. On était 63 personnes à y embarquer. Ma mère n'avait pas beaucoup de moyens pour pouvoir payer une place dans les bateaux. Elle a réussi à quémander une place à 2 onces d'or pour mon frère. Et la dame avait dit à ma mère, ça c'était en 1979, que n'envoie pas juste ton fils, envoie ta fille aussi si tu veux que les choses aillent bien. Donc, c'est pourquoi on a eu un spécial en rabais. Donc, pour 3 onces d'or, la fille et son frère pouvaient embarquer. Mon nom est Gabriel Lessard. J'ai opéré 2 fois au Vietnam. La première fois en 1973, juste après les accords de Paris. Et mon deuxième séjour au Vietnam, c'est de 2005 à la fin de 2008. J'étais ambassadeur du Canada au Vietnam. C'était une période d'histoire mondiale tout à fait spéciale. C'était le paroxysme de la guerre froide. Following World War II, the major British colonies in Asia received their independence, and communists seized control of the Chinese mainland. The result was a changed balance of power in Asia. Les États-Unis avaient participé à ce moment-là à une opération militaire dans le but d'arrêter la théorie des dominos. Je suis arrivé juste après les accords de Paris qui mettaient fin à la guerre du Vietnam et qui avaient aussi pour objectif de permettre aux États-Unis de quitter le territoire dans l'honneur.
Pendant les 6 mois que j'ai été là, le Canada a participé à la demande insistante à ce moment-là du président Nixon et de Henry Kissinger à la Commission internationale de contrôle et de surveillance. Je pense qu'elle se situe dans un double contexte, donc celle de la décolonisation. Donc il y avait la guerre entre les Français et les Vietnamiens dirigée par Ho Chi Minh entre 1945 et 1954. La date de 1954 est très importante, c'est la date à laquelle la France a perdu la bataille de Dien Bien Phu. C'est la plus grosse défaite de la France, plus grosse défaite coloniale de la France depuis la perte de Québec donc au XVIIIe siècle. Puis le contexte de la guerre froide qui commence vraiment en 1950 avec la victoire de la Chine communiste. Ça fait basculer, si vous voulez, le Vietnam dans le contexte de la guerre froide. Dans le nord, c'est le bloc communiste derrière Ho Chi Minh. Donc c'est la Chine communiste de Mao Zedong, mais c'est également l'Union soviétique. Côté non communiste, ce sont les Américains qui remplacent en quelque sorte les Français à partir de 1954 d'une façon indirecte. Et puis on arrive en 1964. Les Américains, ils ont peur que les communistes unifient finalement tout le Vietnam sous l'égide communiste. Au moment du déclenchement de la guerre du Vietnam et de l'intervention américaine, le Canada adopte une position de neutralité officielle. Avec l'arrivée de Pierre Elliott Trudeau, on a un petit peu une évolution vers une neutralité qui est plus critique envers les États-Unis. Mais dans tous les cas, le Canada reste neutre et puis travaille en ce sens-là son rôle d'interlocuteur, de médiateur. On sait que le Canada, par exemple, pendant la guerre du Vietnam, était un interlocuteur écouté de la Chine et pouvait aussi passer des messages, donc être utilisé comme canal de communication. Alors la position officielle du Canada était qu'il n'était pas parti à cette guerre. Par contre, il y a des individus canadiens qui se sont engagés dans l'armée américaine. La non-intervention du Canada dans le contexte de la guerre du Vietnam fait en sorte qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a une loi de 1937, en fait, qui interdit aux Canadiens de participer à un conflit si le Canada n'est pas officiellement en guerre. Ce qu'on sait, c'est qu'il y en a un certain nombre qui va, donc on est de l'ordre de entre 20 et 40 000, disons, et certains sont morts évidemment là-bas. Les chiffres officiels donnent à peu près 130 personnes là, qui sont décédées pendant la guerre. La loi interdit à une entreprise canadienne de vendre un produit qui va être utilisé au Vietnam directement, donc et nommément au Vietnam. Dans la réalité, en fait, ce que disent les industriels canadiens, c'est qu'eux, ils ne font que vendre aux États-Unis, mais ils ne savent pas à quoi ces armes-là vont servir. La ville d'Elmira, en Ontario, là au nord de Kitchener, va être le lieu où on va produire notamment le fameux agent orange, l'herbicide, donc qui va être massivement utilisé par l'armée américaine dans le Vietnam. Pendant la guerre du Vietnam, entre 15 000 emplois directs et 100 000 à peu près emplois indirects qui sont liés directement à la production de guerre américaine au Vietnam. Aux États-Unis, il y a deux types de gens qui refusent la guerre. Il y a ce qu'on va appeler les déserteurs et il y a ce qu'on appelle les réfractaires ou les draft dodgers. Ce sont ceux qui décident de quitter ou de s'opposer à la guerre avant d'être entrés dans l'armée. Et le Canada va recevoir les deux types, beaucoup plus de draft dodgers, de réfractaires que de déserteurs. Il y a plein d'Américains qui arrivent aux frontières et disent « je m'en vais passer un peu de temps au Canada », personne ne les retient. Ces gens-là vont rester au pays. C'est une masse de gens qui arrivent. Évidemment, peu à peu, on commence à comprendre que ces gens qui ont traversé la frontière, ce sont des déserteurs. Les officiers de douane ont une consigne informelle qui leur dit « si vous avez des indices qui laissent croire que la personne qui traverse la frontière pourrait être un déserteur, essayez de leur bloquer l'accès à la frontière. » Mais ces informations sont finalement dévoilées dans le public et puis ça pose un scandale parce que justement ça remet en cause l'idée du Canada comme terre d'accueil, terre de refuge, terre qui respecte les droits de la personne puis qui devrait être capable d'accueillir des gens qui pourraient être persécutés dans leur pays s'ils ne font pas le service militaire. Et donc ces gens arrivent et à partir de 1969, Pierre Elliott Trudeau et son nouveau gouvernement donc annoncent que le Canada va accueillir ces gens-là et ne leur posera pas des questions à la frontière. Donc, ils peuvent rentrer au pays, même en disant qu'ils refusent le service américain et ils voudraient rentrer au pays comme pour l'accueil, donc en tant que réfugiés. Mais les chiffres, en même temps, sont très difficiles à savoir. Hein. Ça va de
25 000 personnes à 100 000 personnes. On ne sait pas exactement combien de déserteurs et de draft dodgers ont traversé la frontière. Les Américains n'ont pas atteint leur objectif, c'est-à-dire de garder au moins le Vietnam du Sud libre, un peu comme la Corée du Sud aujourd'hui ou Taïwan, vous voyez. C'était une défaite, il n'y a pas de doute. Je pense que pourquoi? Il y a plusieurs facteurs. Je pense que les Américains, ils ont sous-estimé l'ennemi. Ils ont peut-être aussi un autre facteur. Les Américains ont sous-estimé le mouvement un peu anti-guerre qui se développe aux États-Unis et qui va finir par mettre en cause la légitimité de l'ingérence, de l'intervention initiale des Américains. Mon nom c'est Mai Nguyen. J'appartiens au Boat People. J'ai quitté le Vietnam avec ma mère et mes frères le 30 avril en 1975. Donc c'était la chute du Saigon et les retraits des Américaines. On était chanceux, on est tous survécus. Les souvenirs sur le bateau. Je ne trouvais pas mes frères parce que quand on était sur le bateau, c'était chaotique. Il y avait tellement du monde partout. J'étais toujours à côté de maman. Après ça, on est resté à Guam dans les camps pour au moins 3 mois à peu près. On couchait dans les tentes et puis on s'attendait pour pouvoir partir. Puis après Guam, on est arrivé à les Philippines. Puis de Philippines, on est allé à Pennsylvania. Pennsylvania, on est resté quand même pour quelques mois dans les camps avec les réfugiés vietnamiens. On a abouti à un camp où il y avait des installations, des rencontres avec des bureaux d'immigration du Haut-Commissariat aux réfugiés. C'est là qu'on a resté 3 mois avant d'avoir les papiers pour quitter le camp et arriver au Canada. J'ai compris après coup que pourquoi ça a été si rapide pour mon frère et moi. C'est cet officier de l'immigration, il est membre de la GRC, envoyé pour faire des entrevues avec des réfugiés, puis il nous a donné l'entrevue. Il avait vu que c'était important de sortir ces jeunes-là du camp de réfugiés pour qu'ils puissent intégrer les bancs d'école le plus vite possible. Il a été diligent dans les dossiers. Je pense que c'est possible d'estimer le nombre de personnes qui sont parties du Vietnam après 1975. Pourquoi 1975? Parce que c'est la date à laquelle se conclut la guerre. C'est clair que c'est un moment marquant parce qu'à partir de cette date, il y a beaucoup de personnes qui vont quitter le pays. Et en général, si on essaie de l'estimer, on peut évaluer à peu près à 1,6 million de personnes qui quittent le pays entre 1975 et jusqu'en 1997. Et en fait, on constate 2 grosses vagues, et avant et après ces vagues, eh bien, il y a évidemment un petit flot, beaucoup moins constant, beaucoup plus irrégulier, mais surtout beaucoup plus petit. Quelles sont ces vagues? C'est d'abord les jours et les semaines qui précèdent ou qui suivent le 30 avril 1975, la conclusion de la guerre, où là, il va y avoir beaucoup de personnes qui sont essentiellement des personnes qui étaient des membres de l'armée sud-vietnamienne, des personnes qui travaillaient dans le gouvernement ou qui travaillaient pour des services américains qui vont quitter le pays. Et enfin, il va y avoir de nouveau une grosse vague à partir de 1978. Et cette vague, on la voit vraiment de manière très forte jusqu'en 1981. La raison principale de cette nouvelle vague, si vous voulez, c'est parce qu'il y a 2 événements qui se combinent. D'abord, le gouvernement et les autorités vietnamiennes vont imposer toute une série de réformes politiques, économiques. Essentiellement, ils vont introduire un socialisme dans le sud du Vietnam. Et un autre événement qu'il ne faut surtout pas oublier, le Vietnam entre à nouveau en guerre.
Et c'est une guerre qui l'amène à combattre contre ses deux voisins communistes, le Cambodge, des Khmers rouges d'une part, mais aussi la Chine communiste. Donc une guerre sur deux flancs, mais qui rend les perspectives de relever le Vietnam de cette crise économique encore plus difficiles. Je pense qu'il y avait une volonté d'aider les Vietnamiens, leurs alliés, du Sud-Vietnam. Je pense qu'un peu comme en Afghanistan, le départ était chaotique. C'était pas très bien organisé. Puis il y avait un moment entre 1975 et je dirais 1979 où la communauté internationale s'est tournée le dos un petit peu, y compris les Américains. Avec l'ONU, ils vont essayer d'organiser les départs d'une façon plus ordonnée. Donc ça s'appelle le Orderly Departure Program. Si on exclut ceux qui sont partis avec le Orderly Departure Program, eh bien c'est presque quoi, 1,3 million, 1,5 million personnes qui sont passées par cette procédure de centre de tri en Asie du Sud-Est pour être ensuite établis dans un pays tiers. Eh bien de manière très surprenante, des pays comme l'Australie et le Canada, qui n'avaient pas de lien historique extrêmement profond, comme une guerre menée en commun ou des décennies à l'intérieur du même empire, eh bien ces pays vont accueillir jusqu'à 10% de toutes les personnes qui vont obtenir des places d'accueil ailleurs entre 1975 et 1997. Mon arrivée ici à Montréal, j'avais 10 ans, dont certains souvenirs qui m'ont resté marqués. Arrivant ici à Dorval, j'étais vraiment surpris. Le temps faisait si beau, il faisait vraiment chaud. J'avais comme une jambe d'un gros manteau en corduroy rouge, puis j'avais un petit foulard parce qu'on s'attendait qu'il va faire très froid ici au Québec. Et la neige, je m'attendais de voir les montagnes de neige blanc, mais bon, on était au mois d'août. L'accueil des gens ici, c'était vraiment chaleureux. Ils nous accueillaient avec les bras ouverts. Entre 1975 jusqu'en 1997, c'est 200 000 personnes en tout et pour tout qui sont venues se réimplanter, s'établir au Canada. Mais de nouveau, c'est par vagues. Entre 1975, donc aussitôt après la fin de la guerre, jusqu'en 1978, c'est seulement 9 000 personnes. C'est très peu. Mais entre 1978 et à peine sur 2 ans ou 3 ans après, c'est une explosion, c'est 60 000 personnes. La raison pour laquelle le Canada est capable de fournir un effort aussi grand, eh bien, c'est grâce à une convergence de 3 facteurs. C'est d'abord une transformation dans les lois sur l'immigration. C'est ensuite la mobilisation du privé. Et enfin, c'est une circonstance de politique interne, je dirais, au Canada, qui va vraiment encourager cet élan humanitaire. Alors, si je reviens sur chacune de ces raisons, d'abord, ce sont des transformations dans la loi sur l'immigration. Il y a une toute nouvelle loi qui est promulguée en 1976 et qui entre en vigueur en 1978, c'est la loi sur l'immigration. Pour les réfugiés, on va reconnaître la définition de cette fameuse Convention internationale sur les réfugiés, mais surtout, on va créer ce qu'on appelle la catégorie désignée. Qu'est-ce que c'est? C'est comment est-ce qu'en fait, on va procéder exactement pour reconnaître qui est réfugié. Au lieu d'aller au cas par cas, eh bien, le ministère de l'Immigration a le droit d'identifier un groupe de personnes qui comportent certains traits communs et automatiquement les considérer comme des personnes qui, en fait, répondent aux conditions des réfugiés. L'autre raison, c'est la mobilisation du privé. Le gouvernement canadien, quand il va répondre à l'appel de cette conférence, il va dire non seulement que le gouvernement canadien est prêt à accueillir tant de réfugiés, mais il va surtout annoncer aux citoyens canadiens, vous avez d'ailleurs la possibilité de parrainer vous-même des réfugiés et nous allons parrainer un réfugié pour chaque réfugié qui est parrainé de votre côté jusqu'à un maximum de 50 000. Et c'est un appel auquel les Canadiens vont répondre avec beaucoup de générosité. La troisième raison est encore plus intéressante, c'est qu'on voit qu'il y a cette volonté à l'intérieur des provinces canadiennes de vouloir s'affirmer par rapport au gouvernement fédéral. Peu après cette loi sur l'immigration, il y a d'autres négociations qui vont entrer entre le gouvernement
gouvernement fédéral et la province du Québec. Et le Québec a ce droit, obtient ce droit de pouvoir identifier et choisir soi-même ses immigrants. Quand il y a ce drame de ce navire, le Hai Hong, qui est en mer, le gouvernement québécois, le Parlement québécois est l'un des premiers à annoncer ouvertement cette idée que le Québec va accueillir des passagers de ce bateau. Eh bien, cette crise, si vous voulez, humanitaire en Asie du Sud-Est, c'est l'une des premières fois où vraiment le Québec va pouvoir exprimer ce choix-là. Et c'est une manière pour le Québec qui va pouvoir montrer au reste du monde qui répond à l'appel du secrétaire général que la province du Québec est elle aussi une nation, elle veut aussi venir au secours de ses réfugiés et elle propose elle aussi un quota d'accueil. Pendant les 9 premières années de vie au Québec, tout était focusé sur le projet de sortir ma famille du Vietnam. Mes parents adoptifs, tout de suite, ont entendu ma demande et ils sont allés chercher du renfort. C'était des professeurs de la commission scolaire qui sont mis ensemble. Ils ont fondé un organisme, Familles sans frontières. J'ai vu ces 5 couples de 10 professeurs avec mes parents adoptifs dans les années 80 mettre systématiquement 10 $ par semaine dans un fonds pour constituer ce qu'il fallait pour prouver au gouvernement que cette famille ne sera pas sur l'aide sociale quand elle va arriver. On a le cœur grand au Canada. C'est notre fonds missionnaire qui fait qu'on s'est beaucoup intéressé aux Boat People. La plupart des gens qui quittaient aussi pour des raisons idéologiques et beaucoup c'était des raisons aussi religieuses. C'est une chose qu'on oublie souvent, mais il y avait une forte minorité catholique au Vietnam du Sud en particulier. Alors, les communautés religieuses ont joué un rôle absolument majeur parce que ce sont elles qui ont créé, en fait, le parrainage privé. Avant même que ce soit inclus dans la loi sur l'immigration en 1976, eh bien, ce sont des communautés religieuses qui ont collaboré les unes avec les autres et qui ont simplement informé le gouvernement canadien qu'elles étaient prêtes à accueillir des réfugiés. Il est certain que l'attention du Canada était tournée vers le Vietnam parce que nous avions une délégation de 250 militaires et de 50 personnes du ministère des Affaires étrangères. Et ça faisait quotidiennement l'objet de nouvelles à la radio et télévision. Est-ce que la situation eût été différente si le Canada n'avait pas été membre de la Commission internationale de contrôle et de surveillance? Moi, je pense qu'il y aurait eu moins d'attention. Bien sûr, on se serait occupé des Boat People, mais avec beaucoup moins d'émotions et beaucoup moins de connaissances aussi. It gives me a great pleasure to be here in Ottawa today to present the Nansen Medal to the people of Canada. Le Canada reçoit la médaille Nansen en 1986 et l'attribution de la récompense, symboliquement, c'est cette idée d'un peuple qui, dans un contexte de turbulence incroyable où on doit prendre parti, hein, c'est presque une obligation de prendre parti, le Canada est resté quand même un État capable de distance dans le cadre d'une intervention et qui avait comme préoccupation principale, d'une part, de favoriser la médiation et ultimement de favoriser la paix, et d'autre part, d'avoir toujours l'attention portée sur l'humanitaire, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de sauver des vies. Le comité d'attribution de la médaille Nansen, institué par le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, reconnaissant la contribution importante et constante du peuple canadien à la cause des réfugiés, décerne par la présente la médaille Nansen de 1986 au peuple du Canada. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne le donne pas au gouvernement canadien, mais au peuple canadien. Et donc, le message de ce prix Nansen est extrêmement fort parce qu'il va dire aux citoyens canadiens, vous savez quoi? Pour une fois, grâce à vous, on n'était pas limité
parce que le gouvernement canadien était prêt à nous donner. Grâce à votre mobilisation, grâce à la manière dont vous avez répondu à l'appel, grâce à la manière dont vous avez multiplié les places d'accueil, eh bien, on a été capable de vraiment contribuer à un élan beaucoup plus général. C'est de cette manière qu'on a pu venir en aide à toutes ces personnes qui quittaient la région. Et donc, je pense que c'était vraiment pour marquer ça, que, en fait, cette limite qui est placée sur le droit actuel des réfugiés, cette limite qui est placée par la volonté des États et bien sûr leurs lignes budgétaires, leurs priorités politiques, etc., eh bien c'est possible de les dépasser grâce à cette mobilisation des citoyens. Le visage de Hanoï a complètement changé. Ça se construit à une vitesse faramineuse. Une chose aussi, ce qui a changé, l'anglais est vraiment devenu la langue étrangère la plus pratiquée au Vietnam. J'ai visité le Vietnam à 3 reprises et ça a été une découverte d'un pays qui nous a beaucoup impressionnés. Le potentiel de développement, il est formidable. Alors, en ce moment, le Vietnam nous envoie quoi? Des vêtements, des souliers, nous envoie des meubles en particulier, des meubles qui sont faits avec du bois qui vient du Canada, dans bien des cas, et des produits de la mer. Nos exportations vers le Vietnam sont plutôt modestes. Nous avions au Canada un nouveau gouvernement qui était le gouvernement Harper. Monsieur Harper, c'était sa première expérience multilatérale sérieuse sur la scène internationale. Et Monsieur Harper, lui, était venu avec ses conseillers. La situation générale avait beaucoup évolué, mais beaucoup de ces conseillers étaient des gens proches des églises et qui avaient, pour ainsi dire, un agenda derrière la tête. Et cet agenda-là, évidemment, c'est le gouvernement vietnamien est un gouvernement mauvais parce qu'il est communiste. Et alors, ça rendait la situation un peu plus difficile pour la représentation diplomatique canadienne. Et la grande question, c'était aussi, et c'était très important pour M. Harper, c'était la question des droits de la personne. Prime Minister Pham Minh Chinh had separate meetings with his Canadian and Indian counterparts Justin Trudeau and Narendra Modi. Il y a beaucoup à faire. Et avec un peu d'effort, puis de bonne volonté, puis surtout beaucoup d'affection pour ce peuple que nous aimons spontanément, l'avenir s'annonce très prometteur entre le Vietnam et à la fois le Québec et le Canada. Des 10 pays de l'ANAS, qu'on appelle la ASEAN, le Vietnam se démarque nettement des 9 autres pays pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un pays qui a, sur le plan du travail, des relations, une réputation enviable. Un peuple de 100 millions d'habitants, un peuple qui a la réputation d'être très productif, un peuple accueillant également pour l'investissement. Et même si c'est un régime politique qui est très différent du nôtre, ils se sont inscrits, comme d'autres pays de la région, dans des politiques de marché et d'ouverture. Et c'est un des pays qui fait partie également de ce qu'on appelle le CPTPP, c'est-à-dire le partenariat transpacifique progressiste et global. C'est un accord commercial extrêmement important pour le Québec et le Canada. C'est un des accords commerciaux les plus significatifs négociés par nous dans les dernières années, qui fait en sorte qu'on est membre, nous, d'une même zone commerciale où on a à peu près éliminé tous les tarifs et où on encourage donc les relations d'affaires. Moi, je pense que c'est des relations qui vont continuer à s'intensifier et pour plusieurs raisons. D'abord, dans notre dynamique actuelle, problème avec la Chine, bien sûr, problème avec l'Inde. Les tensions politiques favorisent le développement économique du Vietnam parce que le Vietnam devient une alternative. Une alternative pour ceux qui ont des chaînes d'approvisionnement et qui ne veulent pas dépendre uniquement sur la Chine. Plusieurs investisseurs qui sont déjà en Chine ou des entreprises manufacturières veulent se protéger, veulent protéger leur chaîne d'approvisionnement, veulent avoir des choix. Et là, depuis les dernières années, les investissements vers le Vietnam sont devenus très significatifs. Ce n'est pas uniquement
en passant des pays d'Amérique ou d'Europe, là. Évidemment, les États-Unis, les pays européens, le Canada, incluant le Québec, mais c'est également les entreprises chinoises et japonaises, coréennes, qui investissent au Vietnam parce qu'ils y voient là un nouveau terreau, un terreau fertile pour le développement du secteur manufacturier avec une main-d'œuvre compétente. Si j'avais à identifier des secteurs d'avenir, l'énergie, là où le Canada a des expertises, c'est très prometteur. Les infrastructures. Et là, je vous rappelle que le Canada, avec ses fonds de pension, si on les met ensemble, les fonds de pension canadiens, ça inclut la caisse de dépôt, ça inclut la caisse de dépôt version canadienne, Homers, Teachers. Le Canada est le pays qui investit le plus au monde dans les infrastructures. Et nous entrons dans une ère où le Vietnam a beaucoup besoin de développer ses infrastructures si elle veut profiter pleinement de cette occasion de développer son économie. C'est le plus grand frein au développement économique du Vietnam actuellement, c'est la faiblesse de ses infrastructures. Or, justement, le Canada peut jouer un rôle extrêmement important, très utile à la fois dans le financement, mais aussi des expertises de génie, de construction, sur le plan énergétique, environnemental. Toutes ces expertises-là, nous les avons. L'avenir du Vietnam est très prometteur. Sur le plan économique, c'est un pays qui a connu un progrès spectaculaire, une croissance économique très importante et qui développe une classe moyenne qui aura un impact sur l'économie non seulement de la région, mais pour nous aussi, là. On pense que d'ici 2030, le tiers de la population vietnamienne aura accédé à la classe moyenne. C'est pas rien. 50 ans plus tard, je pense que c'est difficile d'avoir une vue parfaitement précise de la population et de comment elle s'est transformée. Je pense qu'il y a plusieurs études qui montrent que du point de vue économique, c'est une population qui s'est très bien intégrée. Et on voit rien qu'au Québec qu'il y a des véritables succès, des personnes qui vraiment représentent une fusion entre une culture canadienne, québécoise et tout à fait vietnamienne. Je pense que des success stories, il n'en manque pas. Maintenant, je pense que c'est important de voir que 50 ans après, la communauté vietnamienne au Canada se compose en très large partie de ces personnes et des familles, d'accord, des descendants de ces personnes qui viennent pendant ces périodes-là, mais c'est aussi une communauté vietnamienne qui est aujourd'hui beaucoup plus éclectique. Il y a des gens qui ont quitté bien après 1991, même après 1997, des gens qui sont venus étudier. C'est des personnes, donc une communauté qui est beaucoup, peut-être moins marquée par la guerre, moins marquée par cet exode extrêmement traumatisant et difficile et dangereux, mais c'est une communauté qui se mélange et je crois que le Canada a vraiment cette position extrêmement intéressante dans l'histoire de la diaspora vietnamienne. Et quand je parle de diaspora, c'est les Vietnamiens d'outre-mer en général, parce que c'est un territoire qui est bilingue. On est à la fois très très proche des États-Unis, là où vraiment le cœur de la communauté vietnamienne outre-mer se trouve, mais on est aussi très proche de la France, de cette communauté francophone grâce au Québec et aux francophones canadiens un peu partout dans le pays. Et c'est un pont en fait entre ces deux grands pôles de la diaspora vietnamienne. C'est comme un terrain neutre, un terrain intermédiaire, et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Les Québécois ont à la mémoire cette histoire formidable des Boat People et leur intégration dans l'histoire du Québec. Et aujourd'hui, c'est une présence qu'on voit partout, à tous les niveaux. C'est une histoire d'intégration réussie qui a été faite avec beaucoup d'affection et de spontanéité. Et je pense que c'est aujourd'hui une source de fierté pour nous, à la fois Québécois et Canadiens, d'avoir accueilli chez nous des gens qui sont d'origine vietnamienne et qui sont venus faire leur vie ici et qui aujourd'hui sont une source de fierté tellement ils contribuent à l'édification de la société québécoise et canadienne. Vous savez, Nguyen, c'est un nom québécois.
T'es comme un peu difforme, on dirait. Ok, c'est beau. En 1984, j'avais 20 ans. Je me dis, j'aimerais marier un Québécois. Je me sentirais vraiment du pays. Si quelqu'un me marie, a les enfants avec moi, et quelqu'un m'aime, la barrière, les différences vont tomber et que dans l'amour, il y aura l'égalité. J'ai retourné au Vietnam en 1996. Je me sentais à Hanoï comme un touriste. Je pensais de vraiment retourner à mon pays. Mais je me sentais un moment que j'étais une touriste au Vietnam parce que je parlais différent, j'avais un autre accent. Même si je continue à parler le vietnamien, les gens me regardent et ils disent « Tu viens d'où ?» Là, je n'avais pas les réponses. Là, je dis ben, « Je suis vietnamienne. » Eux, ils me regardent, ils disent « Mais tu as ton accent. » Puis là, je dis « Je viens du Canada. » L'avion de retour a atterri dans la nuit. Les lumières de Montréal brillaient. C'est à ce moment précis que ça a changé complètement. La nostalgie s'est envolée. Je rentrais chez moi à Montréal.